Bien, bonjour à toutes et à tous. Avec ma collègue Bérénice, nous sommes ravis de participer au 6e colloque international Game Evolution et de vous présenter cette recherche intitulée « Recourir à la ludopédagogie pour développer la réflexivité, les apports d'une recherche pluridisciplinaire en méthode mixte ». Comme vous l'avez vu, le titre a quelque peu évolué, c'est eu égard à notre posture réflexive. Donc rapidement, qui sommes-nous? Bien, moi, je suis Laura Carmouze, maître de conférence à l'INPGT, l'Institut de management public et gouvernance territoriale, institut au sein duquel j'ai eu la chance d'effectuer ma licence, mon master et mon doctorat. Et je laisse la parole à Bérénice. Oui, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Bérénice Kubler, je suis doctorante en 4e année en sciences de gestion à l'INPGT et également attachée temporaire à l'enseignement et à la recherche. Et dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse au projet numérique de médiation culturelle dans les musées et je m'intéresse à caractériser les collaborations entre les acteurs internes du musée et leurs relations avec les prestataires lors de la conception de dispositifs qu'on peut du coup retrouver dans une visite muséale. Je vais tout d'abord vous expliquer dans quel contexte cette recherche s'inscrit. C'est un contexte qui est assez spécifique. Tout d'abord, celui des pédagogies dites actives et innovantes, qui se présentent sous forme d'alternatives au format de cours traditionnel. On note également une montée en puissance de plus en plus forte et du format de l'approche par compétences, qui vient redistribuer les cartes dans l'enseignement supérieur, mais également aussi une prise en compte de plus en plus forte de la formation à la pédagogie, avec notamment la mise en place de formations obligatoires pour les maîtres de conférences stagiaires notamment. On a un deuxième contexte qui est celui de la réflexivité, qu'elle soit envisagée à la fois comme pensée critique ou alors comme instrument de professionnalisation. Elle est de plus en plus souhaitée, que ce soit à travers la formation des étudiants, mais aussi en tant que compétence professionnelle interpersonnelle. Enfin, dernier contexte, celui de la ludopédagogie, celui qui nous réunit tous finalement pour ces 2 jours, qui vise à mobiliser des techniques issues de la sphère ludique, entre autres. Ce contexte nous a conduit à poser la problématique suivante. En quoi l'usage de dispositifs ludopédagogiques favorise-t-il le développement de la réflexivité? 2 objectifs découlent de cette problématique. D'abord, questionner la réflexivité des enseignants et des étudiants qui, dans notre contexte spécifique, sont amenés à être des managers publics. Un deuxième objectif, quant à lui, va interroger la réflexivité à l'aune de la complémentarité entre autoréflexivité et réflexivité critique. Et Laura vous présentera plus en détail ces 2 notions dans sa partie théorique. Je lui laisse maintenant la parole. Alors, pour préciser un peu l'ancrage empirique de notre recherche, donc, en prévision du prochain plan quadriennal, une large réflexion a été entamée en vue d'une refonte des 3 années de licence d'administration publique, parcours management public, dispensées à l'INPGT. Ces 3 années proposent une acquisition progressive de connaissances pluridisciplinaires dans le domaine du droit de l'économie et de la gestion, élargie aux sciences humaines, aux sciences de l'information et de la communication, et appliquée bien évidemment en contexte public. Afin de suivre les recommandations du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de s'inscrire dans la volonté portée par Aix-Marseille Université, nous avons décidé de basculer cette licence en approche par compétence, sachant que la 3e année est d'ores et déjà proposée en alternance. Dans son référentiel de 2020, la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion d'entreprise, la FNEG, recense 8 métacompétences au sein desquelles 20 soft skills transversales au métier du management. Parmi celles-ci, le développement de la pensée critique, l'ouverture d'esprit et l'esprit d'analyse prennent une importance considérable dans la formation des managers, soft skills qui conduisent toutes 3 à développer leur réflexivité. Les recherches en management public ont elles aussi souligné l'importance de la posture réflexive des managers publics, notamment pour faire face aux multiples réformes, aux injonctions parfois contradictoires et à la réduction des moyens. Dans cette optique de basculement vers une approche par compétences et cette volonté de développer la réflexivité des étudiants futurs managers publics, le recours à des dispositifs ludopédagogiques nous a paru fondamental. Pourquoi? Je laisse Bérénice vous en dire plus. Donc, tout l'intérêt pour nous de recourir à la ludopédagogie au sein de la licence d'administration publique, c'est finalement par toutes les portes qu'elle peut nous ouvrir. Et au final, on va se rendre compte qu'il y a que la ludopédagogie est vraiment vecteur de réflexivité.
Je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire de s'appesantir sur là ou les définitions de la ludopédagogie, mais je souhaite tout de même préciser que quand on rentre dans cet univers, on se rend compte de la pluralité et surtout de la porosité de certains termes, et dès lors qu'on s'intéresse à ces pratiques. Nous avons retenu une définition, celle proposée en 2019 par Philippe Épinard et Vendangeon de Rumez. La ludopédagogie sont des activités ludiques déployées par un enseignant pour développer des apprentissages dans un contexte pédagogique formel ou non formel. Parmi l'ensemble d'activités ludiques que l'on peut mettre en place dans ces séquences, l'une d'entre elles a particulièrement retenu notre attention. Il s'agit des serious games. Les serious games sont considérés dans la classification proposée par Lépinard et Vendangeon de Rumez du même article comme l'une des techniques d'apprentissage par le jeu. Les serious games vont porter une vision utilitaire particulièrement adaptée à la formation. Donc déjà, un avantage non négligeable. Ensuite, Julian Alvarez, dont les recherches sont spécialisées à ce sujet, les envisage également aussi comme des artefacts qui peuvent être physiques ou alors numériques et qui visent finalement un marché autre que le divertissement, donc qui permet vraiment de concilier les attentes pédagogiques que l'on pourrait avoir avec les objectifs, mais aussi des mécanismes du jeu. Le choix également de nous positionner sur cette technique en termes d'activité, plutôt qu'une autre, tient aussi par les expériences qui ont pu être faites par le passé à l'IMPGT. Certains de nos collègues ont mis en place et travaillé en fait des simulations gamifiées et ont eu recours aussi à des techniques de contournement. Ces expériences-là nous ont fait aussi dire que le serious game nous permettait de cumuler et d'aller plus loin en fait dans notre démarche. Et d'autre part, un point non négligeable, c'est l'employabilité que nous offrent ces serious games, puisque l'on peut tout d'abord, on peut les envisager de deux manières. Tout d'abord, les intégrer dans le cadre d'une séquence ludopédagogique. Et cette intégration dans un contexte d'enseignement supérieur est de plus en plus facilitée à l'heure actuelle avec l'existence foisonnante de jeux créés notamment à l'initiative d'universités et qui portent sur des apprentissages transversaux que l'on peut retrouver peu importe la spécialité de discipline. Je pense par exemple ici au jeu L-Link ou alors Subpoena qui sensibilisent les étudiants à la recherche d'informations fiables, scientifiques et qui aussi permettent d'éviter les écueils de tomber dans le plagiat lors des rendus universitaires. Ces serious games sont intégrés donc dans des séquences d'enseignement et pour ce faire, plusieurs modèles existent et notamment un qui a retenu notre attention est le modèle CEPAGE, issu des travaux de Julian Alvarez, entre autres, qui permet de concevoir et de garantir un équilibre entre jeu, connaissances et objectifs pédagogiques. Ce modèle, il intègre les 3 temps pédagogiques de Tremblay et surtout, il est personnalisable. C'est ce qui nous a grandement intéressés et aussi beaucoup aidé dans nos expériences et dans nos implémentations. Il permet aussi de ne pas tomber dans l'écueil d'un usage artificiel de serious game déjà créé, donc que l'on ne concevrait pas nous-mêmes. Ce qui amène à une deuxième manière, et peut-être la manière dont on a voulu nous un peu nous transcender et nous challenger, c'est finalement d'envisager de recourir au serious game, mais en créant un sur mesure. Donc c'est un autre aspect intéressant du serious game qui nous a plu. Bien que cette tâche soit conséquente et gourmande en termes de temps, d'énergie, elle se présente comme un processus complexe qui fait appel à des mécanismes hétéroclites qui vont différer en fait de ceux mis en œuvre dans un processus de gamification, c'est-à-dire juste d'implémenter des mécanismes de jeu. On a recherché différents modèles parce qu'on voulait se lancer dans l'expérience et on s'est basé sur la recherche de Denami en 2017 qui, dans sa thèse de doctorat, a fait tout un état de l'art et qui a relevé des différents modèles qui existent et a relevé 2 écueils. Il y a une tendance dans la création de ces jeux à minimiser le rôle de la pédagogie dans le processus de design. Et ensuite, il y a aussi une minimisation des outils qui vont être nécessaires à la conception opérationnelle de ces jeux. De ces constats, Denami, elle a proposé un modèle holistique et adaptable, le modèle PEGAD, qui met en place une autre figure professionnelle que celle qu'on peut avoir, c'est-à-dire game designer, expert, conicien, responsable pédagogique, mais vraiment une figure forte qui rallie la pédagogie au projet et qui l'ancre dès le début. Finalement, ces 2 configurations, que ce soit la mobilisation d'un serious game existant ou la conception sur mesure d'un serious game, constitue un terrain propice pour développer la réflexivité de l'enseignant dans la conception de l'activité, mais également de l'étudiant dès lors qu'on le met en place dans le cadre d'une séquence ludopédagogique. Alors, qu'est-ce que la réflexivité? Eh bien, tout d'abord, selon Rojo, c'est d'abord la conscience de soi, l'exercice de la capacité à situer l'action par rapport à soi
mais elle n'est pas uniquement et simplement cela. Elle est aussi en même temps la capacité à observer le flot continu de la vie sociale et des contextes et de s'y situer. Dans la continuité de Rojo, Cunliffe distingue l'autoréflexivité de la réflexivité critique. Et c'est ce qui a retenu notre attention. Dans la littérature managériale, les auteurs choisissent l'une ou l'autre de ces approches sans expliquer leur choix ni comparer les approches. Voilà pourquoi nous avons décidé d'étudier la complémentarité entre ces deux formes de réflexivité. L'autoréflexivité permet de questionner les croyances qui façonnent un individu et qui influencent alors ses pensées et ses actions. Autrement dit, cette approche appréhende le cadre de référence personnelle, morale et intérieure d'une personne. La réflexivité critique questionne quant à elle les acquis d'un individu dans un sens plus large et beaucoup moins personnel. En d'autres termes, cette perspective critique interroge le cadre organisationnel et social de la pensée d'un individu. Comme le montre le schéma à l'écran, la réflexivité s'envisage comme un processus cognitif qui permet d'envisager l'autoréflexivité et la réflexivité critique de manière complémentaire. Plus largement, selon Dewey, la réflexivité s'envisage comme un instrument de professionnalisation. À ce titre, la réflexivité est perçue comme une compétence relationnelle, également appelée soft skills. Parce qu'il n'existe pas de consensus sur la manière de désigner les soft skills, il s'agit à présent de les caractériser. Nous avons opté pour l'approche de Bélier qui définit une soft skill selon 3 dimensions, ce qui fait qu'un individu est reconnu comme adapté à son contexte professionnel, première dimension, ce qui concerne son être profond et lui permet de réussir, deuxième dimension, et tout ce qui n'est pas de l'ordre du savoir ou du savoir-faire, c'est-à-dire hard skills, troisième dimension. Eh bien, on peut dire aussi que ces soft skills sont au cœur du portefeuille de compétences des managers de domaine et qu'elles sont un défi d'être soi, notamment sur leur développement. C'est ce que met également en lumière le référentiel de la FNESH que nous avons évoqué tout à l'heure. Pensée critique, ouverture d'esprit et esprit d'analyse sont autant de composantes qui permettent de développer la réflexivité des managers. Dans le cas d'activités ludiques d'enseignement, les recherches portant sur la réflexivité s'orientent majoritairement d'une part sur la posture de l'enseignant et sa propre réflexivité dans la mise en œuvre d'enseignements ludopédagogiques et d'autre part sur l'évaluation d'une séquence. Voilà pourquoi nous avons décidé de questionner là aussi simultanément la réflexivité des enseignants et des étudiants. Je laisse Bérénice vous présenter notre méthode de recherche. Alors effectivement, donc, notre méthodologie, elle va s'appuyer sur l'étude de 4 dispositifs, 2 cours, donc 2 CM, donc cours magistraux, un atelier de présentation de cette recherche en cours lors de la journée de la pédagogie organisée par Aix-Marseille Université, et ensuite le suivi d'un dispositif qui s'appelle le dispositif ADPE pour l'hybridation proposé par le Centre d'innovation pédagogique d'Aix-Marseille Université, en vue, vous l'aurez compris, de concevoir un serious game transversal aux 3 années de la licence d'administration publique. Nos outils de collecte, ils sont de 3 ordres. Nous avons mobilisé de l'observation participante. Nous avons également administré des questionnaires évaluatifs, utilisé la méthode RETEX et nous avons également aussi fait un sondage WooClap. L'ensemble de ces données, nous les avons envisagées et analysées via des codages thématiques et des traitements notamment statistiques. Le protocole de l'étude, il a commencé en octobre 2021 et la fin de la première phase de collecte s'est terminée ce mois-ci. En termes d'échantillons, il se veut mixte, c'est-à-dire que nous avons à la fois enquêté auprès d'étudiants en management public, niveau licence 1 et licence 2, mais également aussi auprès d'enseignants, d'ingénieurs pédagogiques de l'Université d'Aix-Marseille, mais également aussi au sein de notre propre pratique et auprès de nos collègues en management public, ainsi que les experts qui nous ont été mis à disposition. Les résultats, finalement, ils se déploient en 3 volets. Un premier qui va concerner l'usage de serious game existants lors de 2 CM, qui nous ont permis de tester et de sonder nos étudiants quant à l'usage de ces techniques. Un deuxième volet qui porte sur la perception des enseignants-chercheurs d'Aix-Marseille Université sur la question de la gamification serious game et réflexivité. Et enfin, le dernier volet, c'est finalement le retour d'expérience sur le dispositif que nous suivons depuis février dernier. Alors, je commence par vous présenter rapidement les résultats de l'impact des serious games sur la réflexivité des étudiants et des enseignants dans le cadre du cours que j'ai dispensé en licence 1. Bérénice fera de même avec le cours qu'elle a dispensé en licence 2. Donc, pour donner quelques chiffres sur cette séance,
de pensée économique contemporaine et grande controverse. 71,4% des étudiants ont été satisfaits, 14 ont un avis neutre. Deux éléments de contexte concernant la mise en place de l'activité ludopédagogique ont généré des apports distincts en termes de réflexivité. Tout d'abord, pour mettre en place le serious game appelé fresque écologique, les enseignants ont été formés par l'association Renaissance écologique le 6 décembre 2021. Cette formation a engendré une nécessaire posture d'autoréflexivité grâce à la mise à jour de nos connaissances en écologie et de réflexivité critique à travers le questionnement des acquis de nos étudiants dans le domaine. De plus, la séquence de mise en œuvre du Serious Game a été incluse dans le cadre du projet Panorama développé par AMU, qui consiste concrètement à accueillir une dizaine de lycéens issus de quartiers prioritaires afin de leur faire découvrir l'université. Cette mixité des publics, dans le cadre de la pratique de jeu, a favorisé l'autoréflexivité des étudiants et des lycéens à travers le questionnement de leurs connaissances des objectifs de développement durable, les ODD, qu'on a d'ailleurs questionné lors d'un quiz. Et cette mixité, elle a induit une forte réflexivité critique lorsque étudiants et lycéens ont dû travailler ensemble pour co-construire des projets de territoire croisant plusieurs ODD. Deux principales limites sont à mettre en lumière. La première, elle réside dans le format et la localisation de la fresque écologique, qui se sont avérées peu appropriées pour un groupe de travail de 25 apprenants, puisqu'en effet, la fresque papier de 3 mètres fixée sur le mur gauche de l'amphithéâtre a entravé l'appropriation du support par tous les apprenants. Et enfin, une autre limite, c'est le format de cours magistral qui est induit dans le cadre de notre composante d'Aix-Marseille Université, qui n'est pas obligatoire pour les étudiants de licence d'y assister. Et donc, le nombre d'étudiants présents était faible, compte tenu aussi de la date et de l'heure de la séance. Donc, quant à moi, je vais vous présenter les résultats obtenus auprès des licences 2 dans un cours magistral qui s'appelle Traitement médiatique des grands débats sociétaux. L'objectif de ce cours était notamment d'introduire la notion de débat, donc d'être déjà dans une posture réflexive, en tout cas de la demander de la part de nos étudiants. Lors de ce cours, je me suis mise en posture d'autoréflexivité en mobilisant le modèle CEPAGE pour concevoir l'ensemble de mes activités et pour cadrer l'usage de mes serious games que j'ai mobilisés. J'en ai mobilisé 4. J'ai mobilisé L-Link sur le piratage des données et la liberté de circulation de l'information. Subpoena, que j'avais présenté tout à l'heure, sur le plagiat universitaire et a permis aux étudiants d'avoir des tips pour comment bien citer ses sources. On sait souvent que c'est très compliqué, surtout en licence, d'apprendre toutes ces normes-là. Ensuite, j'ai voulu les sensibiliser à la publication académique, donc finalement ce que nous vivons au quotidien en tant qu'enseignants-chercheurs, et aussi, vu qu'ils sont en management public, je leur ai fait tester un serious game qui s'appelle le bon, la brute et le comptable, qui permet de détecter les stratégies de corruption à échelle locale, ce qui peut être très pratique dans le cadre de futurs managers publics. Ensuite, j'ai voulu organiser une grande session de débat et pour ce faire, je me suis basée sur un scénario ludopédagogique de l'arbre de la connaissance qui s'appelle Jouer à débattre et on a choisi le thème de l'intelligence artificielle. En termes de résultats, on a eu une satisfaction globale assez importante. 67% de nos étudiants ont apprécié l'ensemble du cours. Par contre, on a eu un avis un peu plus mitigé. J'ai tenu à questionner mes étudiants sur la question du format ludique et il a été apprécié par seulement 35% de nos répondants. Alors là, ça rejoint une des limites que Laura a mis en évidence, c'est effectivement le fait que les CM ne soient pas obligatoires, ce qui fait que le nombre de répondants ne peut pas refléter l'ensemble des personnes peut-être présentes lors de l'emploi de ces serious games. Concernant les apports, bien entendu, ça a favorisé l'emploi de ces serious games, a favorisé les échanges, les interactions, a permis d'instaurer des moments de débat, de réflexivité, d'autoréflexivité de la part des étudiants. On a également eu un apport très inattendu, en tout cas qu'on ne s'attendait pas ici à avoir. Nos étudiants ont décidé, pour créer un moment de cohésion, de se baser sur les serious games présentés pour créer leur propre escape game à destination de la promotion. Et ce qui nous fait dire qu'ils ont réussi à avoir une posture réflexive, autoréflexive, et ce qui a conduit à un apprentissage ludique incident. Alors, pour présenter rapidement le retour d'expérience sur la journée de la pédagogie qui s'est déroulée le 17 mars 2022, on a présenté donc ce travail en cours auprès d'enseignants-chercheurs et cette démarche montre le caractère réflexif de notre pratique d'enseignants-chercheuses. Le fait de travailler sur la réflexivité nous a permis de développer des pratiques d'autoréflexivité et de réflexivité critique, mettant en lumière une dynamique de performativité. Là, on vous présente à l'écran les nuages de mots issus du sondage WooClap,
Alors, pour caractériser le terme de ludopédagogie, eh bien, les répondants se focalisent sur la pédagogie, avec des termes comme apprentissage, enseignement, et ont tendance à mettre en exergue les mécanismes du jeu, tels que l'immersion, l'interaction, et les leviers du jeu, tels que la motivation et la créativité. En ce qui concerne la réflexivité, les répondants font écho à une posture critique et montrent la perception multiniveau sans pour autant souligner la dimension processuelle. Pour ce qui est des soft skills, elles sont perçues comme des compétences relationnelles transversales et évolutives. Maintenant, je vous présente le dernier volet de nos résultats avant que l'on vous présente la discussion. Donc, ce dernier volet, c'est le projet que nous avons nommé SGLAP, Lab pour licence d'administration publique, et que nous conduisons actuellement et pour lequel nous sommes accompagnés, comme je vous le disais, par le Centre d'innovation pédagogique. Ce projet, il consiste en la mise en place d'un serious game dans le cadre du cours que les 3 années de licence ont, qui s'appelle projet personnel et professionnel. On a monté une équipe projet restreinte qui est composée de 3 personnes, dont Laura et moi-même, ainsi qu'une ingénieure pédagogique. Nous suivons le modèle PEGAD que je vous ai présenté tout à l'heure pour ce faire, et nous avons bien insisté sur l'importance de la pédagogie, et en tout cas d'avoir une personne qui se matérialise par l'ingénieur pédagogique que nous avons à l'IMPGT dedans. Nous avons également eu 2 experts qui ont été mis à disposition via le dispositif, un maître de conférence en sciences de l'éducation spécialisé dans la conception ludopédagogique, ainsi qu'une ingénieure pédagogique du dispositif qui est spécialisée sur le volet numérique des outils spécifiques d'Aix-Marseille Université. Notre volonté, au début, était de mobiliser en adaptant à la marge des serious games existants, et clairement, on s'est confronté à un mur et on a décidé de le concevoir nous-mêmes. Et c'est finalement grâce à un processus de réflexivité et d'autoréflexivité lors de ces séances que finalement, on a pu concevoir et mettre en place finalement ce serious game. Je laisse maintenant Laura présenter les apports et discussions. Conclusion, on va conclure en une petite trentaine de secondes. Je ne vais pas trop rogner sur vos retours précieux qu'on attend. Donc, les résultats permettent d'esquisser une discussion sur la complémentarité entre autoréflexivité et réflexivité critique. C'est ce que nous avons vu à travers les apprentissages ludiques incidents mis en exergue lors du cours de licence 2. Les résultats mettent également en lumière différents niveaux de réflexivité. L'autoréflexivité se joue tant au niveau macro, à l'échelle d'individus, qu'au niveau mezzo, en l'occurrence à l'échelle d'un groupe, comme le groupe projet mixant étudiants et lycéens en licence 1. Et la réflexivité critique, elle se joue quant à elle également au niveau mezzo, invitant les étudiants à questionner leurs croyances vis-à-vis des organisations publiques, des territoires par exemple. Et elle se joue au niveau macro, lorsqu'il s'agit de questionner les croyances au regard de grands problèmes sociétaux auxquels nous devons faire face, tels que par exemple le changement climatique, la pandémie de Covid-19 ou encore l'essor des populismes. Comme toute recherche, celle-ci comporte des limites qui nous permettent d'esquisser des voies de recherche. La première, c'est l'incomplétude de notre analyse de contenu thématique qui ne nous permet pas une appréciation fine du processus réflexif. Il s'agira donc de poursuivre et de finaliser le codage. Et enfin, comme vous l'avez vu, le dispositif ADPE hybridation étant toujours en cours, on n'a pas encore collecté toutes les données. Donc, avec ma collègue Bérénice, nous vous remercions vivement pour votre attention et sommes à votre disposition pour écouter vos précieux retours et vos questions. Merci beaucoup Bérénice et Laura pour votre présentation. Alors oui, il y a des questions dans le chat et donc la première de Myriam qui vous pose la question: dans quelle mesure vous faites une différenciation entre gamification et serious game, car vous les énumérez ensemble sans indiquer si vous les différenciez dans vos projets. Donc je ne sais pas si vous pouvez apporter quelques éléments de réponse. Alors, avec grand plaisir. Attendez, je retrouve juste pour bien lire la question. Donc, dans quelle mesure faites-vous différenciation entre gamification et serious game, car vous laissez sans indiquer si vous les différenciez. Alors, en l'occurrence, je vais me permettre de remettre du coup la slide où ces termes sont employés. Là, dans cette visée, c'est-à-dire que la gamification, pour nous, est l'introduction et la mobilisation de mécanismes du jeu dans des cadres autres que celui initial du jeu. Là-dessus, on s'est référé à la définition de Deterding et al. 2011, puis traduit en 2013 dans la revue Sciences et Jeux. La gamification,
pour nous l'usage uniquement de techniques. Derrière, le serious game est vraiment recours à des mécanismes de gamification, bien entendu, mais n'est en aucun cas différencié, hormis que la gamification est peut-être plus large dans ce sens. Après, comme je l'avais soulevé, effectivement, il y a une énorme... Quand on n'est pas spécialiste, nous sommes conscients de... Enfin, c'est réducteur de dire ça, mais en tant que doctorante et enseignante en sciences de gestion, c'est vrai que nous découvrons par passion et par formation au chemin faisant l'univers de la gamification, du ludopédagogique. Donc, c'est vrai qu'on essaye de rattacher petit à petit avec d'autres disciplines, mais aussi c'est là qu'on a une posture réflexive, auto-réflexive sur cette pluridisciplinarité. Et comme tu l'as dit, le serious game est un artefact, c'est ça. À la différence de la gamification qui peut s'inscrire dans une tendance, comme l'ont évoqué Philippe Épinard et Antoine Chollet tout à l'heure. C'est quand même une tendance qui séduit de plus en plus d'enseignants. Voilà, on peut être dans un phénomène de gamification des enseignements et le recours à un serious game, c'est vraiment l'outil, l'artefact qu'on va mobiliser, serious game que l'on peut se réapproprier ou créer. Et pour répondre peut-être à la question aussi de Myriam, merci. En une minute, Bérénice. Une minute. 37% d'appréciation du format ludique. Ne vous a-t-il pas aussi questionné sur les notions d'attitude ludique, notamment sur la question de ce qui fait qu'un artefact devient un jeu pour ses utilisateurs et plus globalement sur la qualité ludique que ça. Alors, peut-être on n'a pas détaillé aussi tout à l'heure sur la présence, mais c'est vrai que la problématique à laquelle on a été confronté, c'est que Bérénice avait programmé 48 heures avec test de serious game le matin, rétex l'après-midi, etc. Et en fait, quand on a dit les étudiants n'étaient pas présents, c'est pas qu'on n'a pas eu beaucoup d'étudiants. Si, ça c'est un fait, mais on a eu aussi des étudiants qui étaient là le matin et pas l'après-midi, ou pas là le matin et là l'après-midi. Et donc, en fait, ils n'ont pas pu percevoir la continuité des séquences ludopédagogiques qu'on avait mis en place et l'ensemble de l'intérêt qu'on avait pensé pédagogiquement. Mais ça nous intéresse, on note en tout cas la notion d'Henriot. Merci. Et pour répondre juste à la dernière question très rapidement, le cours projet personnel et professionnel, c'est le cours qu'on est en train de préparer, qui aura lieu en décembre prochain et pour lequel on est en train de concevoir un serious game. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour ces questions, pour les réponses et aussi pour votre présentation. Donc, Laura et Bérénice, on va enchaîner. Donc, voilà, pas de retard au colloque international Game Evolution. On est assez précis sur les horaires avec Philippe. Donc, on va continuer avec la deuxième présentation, celle de Pascal. Pascal, est-ce que vous êtes là? Il est là. Bonjour Antoine. Parfait. Bonjour tout le monde. Super. Alors, voilà, je suis là. Et puis d'ailleurs, je dirais à Philippe, tu vois, les Auvergnats sont représentés, puisqu'avec Vincent Aldon, on se connaît de longue date aussi. Et il a rejoint les membres de la ludopédagogie mondiale. Alors, je vais partager donc mon écran avec vous. Très bien. Donc, j'en profite encore une fois pour dire, n'hésitez pas voilà. pour les questions sur Twitch aussi, vous pouvez les poser sans problème. Voilà, c'est bon pour vous au niveau visuel? Ouais. On voit Pascal, c'est bon. Super, bon, je le fais en version francophone, hein. Ne prenez pas peur, effectivement. J'avais fait au départ ma version francophone puisque je travaillais sur un peu les deux. Alors, je vais aller à un certain nombre de points clés. J'ai mis, vous voyez, un petit commentaire, recherche et retour d'expérience. Je compte sur vous pour avancer là-dessus. D'ailleurs, les retours des reviewers étaient vraiment intéressants de ce point de vue-là. Donc, comme le titre l'indique, attention pré-jouer, bien sûr. L'idée, c'est de travailler sur quelque chose de particulier, ce qui nous intéresse ici avec mes collègues. Et là, je l'ai fait un petit peu en solo sur ce projet. C'est une pré-étude. On est sur des petits nombres, j'y reviendrai. C'est de voir l'effet de l'engagement dans des jeux sérieux pour l'enseignement du management, pour l'enseignement et la formation, je dirais même en général, bien évidemment. Je vais passer très vite sur les points que l'on connaît tous, hein. On sait l'engouement, la tendance que l'on a pour l'utilisation de jeux, pour l'approche globale de gamification, mais ce qui m'intéresse, c'est comment des apprenants vont s'engager dans une telle pratique pédagogique, mis à part le fait que c'est sympa, c'est fun, c'est amusant, ça change d'un cours traditionnel.
ce qui nous intéresse tous, c'est de dire de quelle manière, effectivement, ils vont vraiment rentrer dedans, que font-ils même d'ailleurs, et comment s'y prennent-ils pour rentrer dans un jeu, dans une activité pédagogique finalement, et qu'est-ce que cela donne derrière ça. Alors, on va regarder un petit peu ces éléments très rapidement. J'en suis venu à ces réflexions-là depuis longtemps. Disons que ça fait longtemps que je forme et que j'enseigne, et donc je me suis vite intéressé au jeu. Mais plus récemment, on a travaillé d'ailleurs dans un cadre tout à fait industriel avec plusieurs entreprises, avec un projet de recherche que l'on a dans un domaine tout à fait différent. Et ils en sont venus aussi dans un domaine qui est plutôt lié à l'ingénierie, à se dire, on va concevoir un serious game pour, dans les formations BTS et Master, former, BTS, DUT et Master, former les gens à ce domaine industriel qui est la métrologie, la mesure industrielle. Chemin faisant, on s'est dit des deux côtés, du côté des entreprises, du côté des formateurs, du côté des enseignants et des enseignants-chercheurs, on s'est dit, mais effectivement, comment est-ce qu'on fait rentrer les gens? Les sollicitations sont très nombreuses. Comment on les fait rentrer dans quelque chose qui est comme ça un petit peu dissonant, un petit peu différent que la pédagogie classique? Il y a aussi des gens qui disent, mais non, moi je veux du cours assez classique, assez traditionnel, je veux avoir la sensation d'apprendre. Et bien évidemment, les jeux ont bien pour objectif de les faire apprendre mieux éventuellement. On va partir bien sûr sur l'idée de serious game essentiellement pour l'acquisition ici de compétences professionnelles et managériales, en partant de l'idée qu'on est sur de la simulation du réel. Ce que je vais vous montrer, c'est l'utilisation de deux jeux différents, où dans chaque cas, on met les apprenants, les étudiants ou des étudiants plus chevronnés, j'expliquerai pourquoi, dans des positions de manager d'équipe, dans un domaine d'achat ou dans un domaine commercial. Et ils ont bien sûr un grand nombre de décisions à prendre, ils ont à manager les collaborateurs, à se manager eux-mêmes aussi d'ailleurs, bien sûr, à définir des objectifs, à évaluer ces objectifs, etc. Alors, sur des éléments de définition, mais je vais passer très vite, je pense que tout le monde les connaît relativement bien, il y a l'idée de tendance à la gamification ou tendance à la ludification. La notion de tendance, je reprendrai plus facilement d'ailleurs la définition de Philippe et de son collègue sur le fait que c'est un mouvement un petit peu plus global. Et puis, sur le serious game, c'est vraiment cette idée de dispositif éducatif ou managérial par un jeu, souvent informatique, pas systématiquement tout de même, qui a pour objectif de faciliter l'apprentissage en plus de divertir ou d'utiliser le moyen de divertissement pour finalement apprendre mieux et plus. Donc, ce qui va être important, c'est une action aussi réaliste que possible. Nous, ce qui nous intéresse dans ce type de cadre, c'est une similitude avec les futurs métiers visés éventuellement, c'est-à-dire être dans une forme fictionnelle un petit peu de pratique, mais sans danger, quelque part. C'est comment on s'engage individuellement et collectivement, puisque ce que je vais évoquer, c'est souvent, si ce n'est systématiquement, un travail par équipe, et puis les effets sur les résultats bien sûr du jeu, on est content de gagner, mais surtout les résultats dans l'apprentissage. Qu'est-ce que ça nous a apporté en termes d'efforts d'apprentissage et d'acquisition de compétences et de connaissances? Alors, l'engagement pour apprendre, il y a beaucoup de choses sur l'engagement, c'est pas très consensuel comme définition, parce que ça touche à différents domaines, différents contextes. Moi, je partirais plutôt sur cette idée-là, que c'est un état individuel ou collectif, mais bien sûr ça part de l'individu, de motivation et qui va définir un certain degré d'énergie que l'on va allouer dans l'action, alors qui touche plusieurs facettes, énergie physique, comportementale, énergie cognitive, énergie émotionnelle, et il y a différents collègues qui ont assez bien bordé ce chemin-là. L'apprenant, bien sûr, dans ce cadre, il doit être responsabilisé, il va s'informer, il va suivre son action, il va proposer, il va être créatif, etc. Et on va toucher à des effets sur l'accomplissement, c'est satisfaisant pour soi, sur la réussite dans les tâches que l'on doit gérer aussi, sur le fait également d'améliorer les relations. On voit qu'il y a une création de liens dans les membres de l'équipe après le jeu qui n'est pas négligeable. Et là aussi, différentes recherches ont pu pointer cet élément-là. On va regarder également, et là je me rapproche des questionnements que nous on s'est fait ici à Clermont, c'est l'impact du jeu sur l'engagement. Bien sûr, il y a des choses qui nous disent, des travaux qui nous disent qu'il y a des effets que l'on peut mesurer ici et là, mais aussi à l'envers, de l'engagement sur finalement l'efficacité et la motivation en jeu, ou le fait d'être motivé à rentrer dans du jeu et d'en faire un outil d'enseignement comme un autre, dans la palette que nous pouvons avoir aujourd'hui, qui est assez variée. Et dans les questionnements que l'on commence à se poser, vraiment, qu'on essaie d'approfondir, il y a cette idée d'engagement sous sa forme collective. Alors, avec deux niveaux, le collectif qui est une promotion, un groupe d'étudiants ou d'apprenants dans son ensemble, et puis des équipes que l'on peut créer au sein de ces groupes. Et c'est vrai qu'on travaille en particulier, nous, beaucoup par équipe de 3-4 notamment. Et le rôle de l'engagement de chaque membre de l'équipe, puis de l'équipe dans le serious game. Donc, vous voyez qu'il y a
différents niveaux, différents déclics qu'on peut imaginer. Donc, les questionnements, pour le résumé qu'on se fait, c'est les liens entre l'engagement de chacun, l'engagement et le serious game. Le serious game en tant que technologie éducative et comment on l'évalue, comment on en mesure l'efficacité et l'intérêt pour les pédagogues comme pour les apprenants. Et les effets, bien sûr, sur l'apprentissage et son efficacité à court terme comme à long terme. On mobilise et on est toujours en questionnement, hein, n'hésitez pas à avoir des idées là-dessus. On mobilise différents outils déjà existants, différentes échelles notamment, sur l'utilité, la facilité, le plaisir d'usage. Vous reconnaîtrez une xième version de ce qui ressort du modèle d'acceptation de la technologie. Mais bien sûr, ça ne nous suffit pas. Il nous faut autre chose. Là, c'est l'interdépendance dans l'équipe, c'est comment est-ce qu'on va se saisir des opportunités qui apparaissent dans le jeu, c'est comment l'on s'immerge dans l'action, comment ça vient impacter la capacité à apprendre. Donc là aussi, quelques travaux dont j'ai pu m'inspirer pour cette petite étude, mais il y a encore des choses, je pense, à creuser dans ce domaine-là. Le design de recherche, maintenant, voyons ça de façon pragmatique. On a utilisé 2 jeux, je vais vous les montrer très rapidement, Compete et Simucell. Donc, le premier Compete est un jeu d'achat, de management des achats. Nous l'avons fait tourner en septembre 2021. C'était le séminaire d'entrée de 3 masters, en fait. Un master 2 en direction commerciale que je gère, un master 2 en achat et un en logistique. Donc, on voulait créer un peu cette émulation. Et pendant 2 jours, les 66 étudiants ont participé à ce jeu en commun, 24 équipes qui mélangeaient les 3 promotions, hein, les différents corps de métier, on va dire, pour justement découvrir ce métier d'acheteur. Et puis en décembre 2021, 2 jours sur un jeu de sales management. Là, c'est pas M2 d'ailleurs, c'est les M1 en direction commerciale, 21 personnes. Donc 7 équipes où là, ils ont découvert un jeu qui est anglophone, celui-ci, Simucell, créé par un collègue hollandais qui est aux États-Unis depuis longtemps maintenant, qui, comme moi, ne trouvait pas satisfaction dans des jeux en management commercial. Et il en a créé un, tout simplement. Il marche particulièrement bien. Et puis, une 3e version, et je reviendrai sur cet aspect, on veut accumuler comme ça les expériences. En avril 2022, 2 jours et demi, le même jeu, mais cette fois avec des étudiants plus chevronnés. Ce sont des gens qui sont dans un MBA international en Pologne. J'y vais depuis longtemps, chaque année, spécifiquement pour ce cours. Et c'est la première fois que je l'animais avec ce jeu. Donc là, 16 personnes en 4 équipes de 4 individus. J'ai utilisé un questionnaire avant et après, juste avant le jeu et juste à la fin du jeu. Avant sur les attitudes par rapport au jeu, au serious game, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils en ont déjà pratiqué, leur connaissance du métier visé, métier de l'acheteur, métier du dirigeant commercial, hein, dans le premier cas ou dans le deuxième. Et puis après, c'est plus sur descriptif de leur expérience, comment ils sont rentrés dans le jeu, l'acceptation du jeu, les effets sur leur apprentissage, etc. Avec les échelles que j'ai un petit peu évoquées. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Le jeu Compete, globalement, c'est des plateformes en ligne, hein, donc ils se présentent comme ça. Vous avez ici, je vous passe bien sûr les documents. En général, les 2 ont des documents PDF assez fournis sur le contexte. Vous êtes dans une entreprise simulée, vous êtes dans tel type de position, ici directeur des achats, dans l'autre directeur commercial. Et vous voyez ici un tableau de toutes les décisions que l'on peut prendre au fil du jeu, au fil des rounds, chaque round représentant, dans les 2 cas, c'est la même chose, une année d'exercice. Donc, on met en place tout un tas de décisions que l'on gère collectivement. Dans le jeu Simucell, c'est la même idée. Je vous ai montré 3 extraits de capture d'écran. L'un à gauche où alors on se situe aux États-Unis, puisque Frédéric a créé son jeu aux États-Unis. Donc, on manage des territoires commerciaux. Ici, vous voyez en couleur des équipes qui ont mis en place des commerciaux sur différents États. En bas, vous voyez une partie des décisions qui peut se faire sur le fait de manager son équipe commerciale. On peut embaucher des gens, les faire évoluer, les former, etc. Et en bas à droite, vous voyez les noms des 7 équipes qui jouaient dans la version des M1, direction commerciale, qui était en décembre. Alors, en termes de résultats, je voulais vous montrer ici quelques résultats parmi les principaux. Je suis toujours en train de les fouiller, et puis je vais y revenir sur la définition un petit peu du contexte et sur ce qu'il faut faire pour le faire évoluer. Donc, ce qui me paraissait le plus signifiant. Dans le Compete, on voit qu'il y a 3 profils d'équipe. On a des résultats que l'on collecte au fur et à mesure. Ça, c'est l'avantage de ce type de plateforme. On collecte énormément de données, finalement. Et on a repéré avec ma collègue qui avait animé le jeu avec moi 3 types d'équipes sur les 24. Ceux qu'on a appelés les constants. Vous voyez que la courbe de progression, le premier temps, la ligne toute horizontale, c'est le temps, les 3
je dirais, 2-3 premières heures pour acquérir le jeu, pour rentrer dedans. Et puis ensuite, les décisions commencent à s'accumuler. Et là, vous voyez ces courbes qui grimpent. Et ces équipes-là, les 5 premières équipes, finalement, ont de manière constante été en progression. Et on voit qu'il y a des caps à certains moments où il y a eu vraiment une prise de conscience des mécanismes du jeu et c'est bien rentré. Deuxième groupe, c'est plutôt les déclics. Vous voyez que c'est plus long à démarrer. Et à un moment, ça y est, on a compris le truc et là, ça fonctionne bien. Et puis, le troisième groupe d'équipes, c'est ceux que j'ai appelés les plongeurs. Il a fallu à un moment donné qu'ils aillent un peu en apnée, qu'ils se plantent un petit peu. La première année n'est pas terrible, la deuxième, c'est selon. Et puis, à un moment donné, ça fonctionne. Et même, vous voyez d'ailleurs, la plus basse courbe, il se trouve que c'était une jeune femme toute seule. Hein, elle a été un peu abandonnée par ses coéquipiers, qui étaient un peu largués, si je peux le dire comme ça. Et ben, c'est elle qui a fait le truc. Et ben, finalement, ça a fonctionné. Et c'était aussi tout à fait intéressant dans les feedbacks, c'est de montrer que les plus hauts scores ne sont pas nécessairement ceux qui ont compris tout de suite, et ceux qui apprennent le plus ne sont pas nécessairement ceux qui ont les plus hauts scores. Et elle en a retiré quelque chose vraiment d'important, et dans les feedbacks, dans les verbatims, elle était enchantée de tout ce qu'elle a appris. Sur le jeu Simucell, les résultats ne sont pas les mêmes, bien sûr. Là, on a des scores qui vont dépendre du chiffre d'affaires, du profit net, du nombre, on va comparer avec tout un tas d'indicateurs, le nombre de commerciaux, par exemple, embauchés. Et les scores se font sur un mix entre le profit net, les bénéfices et le chiffre d'affaires. Et au fil des années, on gère 4 années successives, on peut en gérer 5, 6, 7 comme on veut. On se rend compte que effectivement, les équipes ont vu leur place évoluer. Et ce qui était assez amusant aussi, bien sûr, c'est que premier, deuxième, troisième round, etc., les rankings changent complètement. Donc, ça fait aussi partie de la dynamique d'apprentissage. Alors, quelques autres résultats, je vous les montre rapidement. Je vais passer plus vite sur certains que sur d'autres. Comment ils ont perçu finalement le rôle prévu, hein, leur perception au départ, est-ce qu'on le connaît assez bien ou pas. Pour le rôle des acheteurs, il y a beaucoup de consensus hein, sur pas mal de ces éléments, quelques petites différences de temps en temps. Donc, finalement, ils connaissaient pas trop mal le rôle visé, acheteur ou manager commercial, selon le type de jeu. Mais on se rend compte qu'il y a des écarts, notamment, bien sûr, de profil. On voit que sur le diagramme de droite, vous voyez France en haut, Pologne en bas, hein, les deux groupes qu'on peut distinguer. Ça s'explique assez aisément. Le groupe polonais, ce sont des managers qui sont dans différentes fonctions. Sur les 16, il n'y en avait qu'une qui avait une expérience réellement de responsabilité commerciale, une autre qui connaissait bien ce métier. Les autres n'avaient pas une expérience de ce métier. Tandis que les Français, les M1 sont sélectionnés pour faire ce parcours-là, donc ils connaissent déjà un petit peu plus en théorie au moins ce type de métier, d'où une différence de moyenne constatée et vérifiée quasi statistiquement. L'approba de 0,07 évidemment se justifie probablement par le fait qu'on est sur des petits nombres. Hein. Donc, j'ai quand même vérifié un petit peu, voir ce que ça donnait dans les tendances. Il faudra massifier ça pour avoir des chiffres beaucoup plus probants. Les autres éléments que je voulais vous montrer rapidement, c'est l'immersion dans le jeu. Ben oui, on apprécie cet effet d'immersion. Alors, les questions sont, il y a 5 questions, 5 items sur cette variable, du type « je n'ai pas été distrait, je me suis vraiment plongé dedans, j'étais absorbé par les décisions ». Donc, sur des échelles en 7 points, ça fonctionne plutôt bien, voire très bien. L'utilité perçue, les 3 utilités, facilité, plaisir, que je fais tourner sur plusieurs types de jeux maintenant. Donc, c'est des variables qui fonctionnent bien là aussi, elles sont bien rodées dans la littérature. On voit que l'utilité perçue est plutôt bonne, hein, de 5,25 pour le jeu Compete, le jeu des achats, à une différence là aussi significative entre les Français et les Polonais. Ils ont trouvé utile, ceux qui en savaient le moins, finalement, ont trouvé ça plus utile que ceux qui sont supposés en savoir un petit peu plus sur le métier en question. On pourra creuser naturellement. On a collecté quelques verbatims, il y avait quelques questions ouvertes dans le questionnaire, et puis on était en observation participante là aussi finalement, donc on a beaucoup échangé avec eux, mais on peut voir un petit peu dans le profil quelques raisons à cela. La facilité de participation est plutôt au rendez-vous, on est sur des scores qui sont assez fréquemment les mêmes selon les différents jeux que j'utilise, on est toujours sur entre 5 et 6 sur 7 points, donc là c'est assez étal, c'est assez régulier. Le plaisir de participer est élevé, ça c'est souvent le cas. Et alors, l'une des meilleures surprises, c'était mes Polonais. Je testais ce jeu avec eux pour la première fois. Le management commercial est un métier souvent pour eux nouveau, ils sont dans tout un tas de fonctions. Et en fait, ils ont adoré. Et leur feedback en termes de verbatim était vraiment très, très chaleureux, très enthousiaste. Honnêtement, je vous dirais que je me posais des questions. Je me disais, est-ce que ça va leur plaire? C'est assez éloigné
leur cursus à presque tous, parce que j'ai leur pédigré avant de démarrer, bien avant de démarrer, eh ben non, ça leur a beaucoup plu. Et donc, on est bien sûr reparti sur le fait de, dès l'an prochain, renouveler ça avec des débriefings encore un peu plus affinés, etc. L'apprentissage par le jeu, ils apprécient. Alors, il y a des variabilités. Vous voyez d'ailleurs, les écarts types sont relativement larges, je trouve, parce qu'effectivement, ça dépend là un petit peu de comment les gens rentrent dedans et qu'est-ce qu'ils apprécient de faire et comment aussi, on a remarqué dans les verbatims, comment se sont passées les différentes phases. En gros, quand on se trouve en échec à un moment donné sur une phase sur 4 ou 5 séquences, par exemple, 4 ou 5 rounds, ou si systématiquement, comme les constants, on a rencontré le succès, la perception, visiblement, peut être un petit peu différente. Quand on creusera plus les verbatims, on pourra en dire un peu plus là-dessus. Néanmoins, globalement, on voit bien qu'effectivement, notamment dans les débriefings dans l'équipe, puis dans les débriefings avec l'enseignant ou les enseignants, cet effet apprentissage va se sédimenter un petit peu plus, va se solidifier un petit peu plus. Donc, j'y reviendrai dans les conclusions et les pistes à poursuivre. Il y a certainement des pistes de travail dans ce domaine-là, la façon de valoriser finalement l'apprentissage. Est-ce que ça les encourage à apprendre mieux, plus, à plus s'impliquer, des choses comme ça? Oui, globalement, c'est plutôt positif. Et notamment, là aussi, sur le jeu, sur la fonction commerciale, il y a un effet plus fort. Juste pour vous montrer quelques corrélations, pour ouvrir en fait la discussion, j'ai cherché à voir quels sont, lorsqu'on va massifier plus ce type d'enquête, quels sont les liens entre les variables. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui corrèlent quand même vraiment pas mal entre en amont, c'est attractif ce type de jeu pour ce type de rôle. En aval, oui, c'est utile, on a trouvé ça facile et plaisant, ça nous a permis de nous immerger et le côté ludique du jeu aide à apprendre. Vous voyez, il y a des liens quand même dans pas mal d'endroits. Ça, c'est pour Simucel. Je l'ai juste sorti hier, celui-ci. Là aussi, on voit des choses assez proches. Il y a des éléments qui ne corrèlent pas, que ce soit en termes de score ou en termes de rang. J'ai utilisé Pearson et Spearman dans les deux cas pour voir. Encore une fois, on est sur des petits nombres, donc à prendre avec des pincettes. Mais bon, il y a des choses vraiment à creuser qui peuvent être tout à fait intéressantes pour la suite. Alors, la suite, en fait, ce serait, vous voyez, j'ai les éléments qui sont un petit peu là. Ils ne sont pas encore reliés. C'est une première tentative de modèle dans cette version-là entre des antécédents, l'attractivité d'une certaine forme de jeu pour un certain type de rôle. Est-ce qu'on connaît ce type de rôle? Est-ce qu'on est ouvert à ce qu'on veut y trouver? Et comment on va s'organiser en équipe? Je reviens sur cet élément-là. Moi, je l'ai fait travailler presque systématiquement en équipe sur ce type d'application. Au milieu, sur quoi on peut parler d'engagement? Plaisir, utilité, facilité, probablement, mais aussi cette notion d'immersion et puis en quoi le caractère ludique nous aide à rentrer dans de l'acquisition de connaissances. Et puis en termes d'output, évidemment, on pourra mettre différentes choses sur, d'une part, l'apprentissage et d'autre part, l'encouragement, c'est-à-dire l'envie de poursuivre l'effort au-delà du jeu. C'est-à-dire que l'effet ne s'arrête pas à la sortie du jeu ou dans les 24 heures. A priori, et c'est ce qu'on souhaite, je pense tous, c'est que ça se poursuive sur au moins l'ensemble des mois qui vont constituer une année d'enseignement. Je vais passer rapidement ça sur les perceptions des participants, c'est quelques extraits de verbatim, mais je passe vite dessus. Globalement, c'est plutôt très positif, la tendance est forte, aussi bien l'expérience de jeu, l'expérience vécue ensemble, l'expérience d'organisation ensemble également. Il se pourrait que, j'ai fait une première carte, un premier tableau, qui est un peu des répartitions, des profils de répartition de la prise de décision. On s'est organisé de façon hiérarchique ou consensuelle autour d'un leadership naturel ou désigné, ou alors on ne s'est pas organisé du tout. Ce qui ne veut pas dire que ça ne marche pas d'ailleurs. Des équipes qui n'étaient pas organisées, un petit peu en vol libre, ça a marché aussi pas mal du tout. Et puis, peut-être des profils justement de stratégie, des stratégies plus persistantes, des bonnes décisions dès le départ, une bonne compréhension de ce qu'est une mécanique de jeu, et pas nécessairement du thème du jeu en lui-même. Ça, c'est une surprise positive. Et puis, des profils plus nombreux d'ailleurs qui vont ajuster leur stratégie au fur et à mesure, qui vont être réactifs, qui vont être, comme l'ont dit nos deux collègues précédemment, finalement, dans une démarche réflexive, et au fur et à mesure des rounds, ça fonctionne, et ça fonctionne de mieux en mieux. Et on a compris les règles, et on a compris finalement comment on fait du score. Alors, en termes de conclusion, je dirais, voilà, on veut continuer de creuser avec mes collègues ici, c'est cette compréhension des perceptions de qu'est-ce qui se passe avant et puis pendant un jeu pour en faire du fruit après, pour en faire quelque chose de vraiment utile, mais d'utile en mêlant du plaisir, en mêlant de l'engagement et en mêlant de l'efficacité constante, si je puis dire. Si on se rend compte que l'efficacité va croissante dans le jeu, est-ce que ça permet, avec cet artefact, de se dire, je vois comment être efficace dans ce métier après? Parce que ce qui nous intéresse, c'est ce transfert naturellement.
Alors, on peut, et c'est ce qu'on essaie de faire, on ne trouve pas grand-chose dans la littérature, pour être très clair, c'est de développer de nouveaux outils de cette mesure ante-game. Comment on mesure l'engagement avant? Par exemple, dans le jeu avec le réseau des IAE que l'on anime maintenant depuis 2 ans, avec peut-être bien d'ailleurs un certain nombre d'entre vous, où on fait jouer plusieurs centaines d'étudiants lors de la nuit des IAE en janvier, qui viennent entre 28 et 35-36 des IAE que nous sommes, eh bien, on se rend compte que la façon de se préparer au jeu a un effet. Est-ce qu'on a été voir les brochures? Est-ce qu'on a été se documenter? Est-ce on s'est familiarisé avec la plateforme avant le top départ du soir du jeu? Donc ça, c'est le genre d'élément qu'on veut creuser. Et également, on veut creuser le rôle des coachs, le rôle de ceux que nous sommes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne avant, pendant et après nos apprenants, qui soient en formation initiale ou formation continue, pour tirer le meilleur parti de ce jeu. Alors, pour faire cela, comme je viens de l'évoquer, on est sur des petits nombres sur ces jeux. Le but, avec mes collègues, notamment Frédéric également aux États-Unis, c'est d'accumuler des cohortes comme ça sur plusieurs années, de faire ça de façon longitudinale, de le faire intrafilière et interfilière, et bien sûr de sélectionner, là on en a 2 qui marchent bien. Selon le format de jeu, ça peut avoir un impact sur un jeu qui va se dérouler sur X semaines avec la même plateforme, ou sur un jeu comme moi je le pratique sur 2 jours ou 3 jours, on peut imaginer, vous voyez, qu'il y a des effets variables. Voilà, je vois qu'il me reste 5 secondes, donc je vais en terminer là, et je suis bien sûr tout à fait ouvert à vos questions et à vos idées. Merci de votre écoute. Voilà, hop. Merci beaucoup, Mon chrono Pascal. me dit que c'était temps. Voilà, c'était parfait au niveau du timing. Il nous reste en plus quelques minutes pour pouvoir. Philippe a dit qu'il fallait tenir. Alors, Ah oui, non, mais c'est parfait, c'est parfait. Je suis entièrement d'accord avec lui. Donc c'est vrai que je ne sais pas s'il y a des questions sur le Zoom. Il n'y en a pas sur Twitch, pas encore. Ah si, j'en ai une. J'en ai une justement sur Twitch. Donc ça montre la diversité des plateformes. Donc la personne nous dit les étudiants ont joué à un jeu conçu par un tiers ou ont conçu eux-mêmes un jeu pour apprendre les fonctions achat management. Alors, c'est des jeux conçus par des tiers. Le premier, c'est un expert qui a 40 ans d'expérience dans les achats et un jour, il s'est dit, il est formateur maintenant, il est sur sa retraite, donc il fait que les choses qu'il aime. Et il a conçu ce jeu, Compete, qui marche très bien. Il le fait avec des acheteurs pros, il le fait avec des débutants. Et le jeu Sinucel, ça faisait longtemps que je cherchais un jeu en management commercial. Je n'en trouvais pas. Et puis, enfin, j'ai trouvé l'année dernière, parce que Frédéric, mon collègue aux États-Unis, donc avait la même demande et il y a 10 ans, il a conçu son jeu. Donc conçu par des tiers, mais des gens qui connaissent bien et le métier visé et notre fonction d'enseignant. D'accord, je pense que ça répond à la question. Au pire des cas, il y aura quelques précisions. Alors voilà, justement une question de Myriam, ainsi que les notions d'institutionnalisation en sciences de l'éducation, point d'interrogation. Alors oui, je vois qu'elle a une question juste au-dessus sur les effets, voilà, avec les compétences, sur le réinvestissement de sa propre pratique. Alors la notion d'EduFlow, j'ai vaguement entendu parler, donc je veux bien avoir quelques éléments de plus, Myriam, là-dessus, sur EduFlow. Je veux bien, effectivement. J'ai juste vu passer quelque part, je n'ai pas du tout creusé. Et je vois que vous avez mis notion d'institutionnalisation en sciences de l'éducation peut-être. Là c'est pareil, non, je n'ai pas creusé cet aspect-là. Je suis resté sur 2 corpus vraiment de littérature, bien sûr tout ce qui est du nôtre, gamification, serious game, etc. L'un des reviewers me suggérait de creuser le bouquin de Cap. En fait, j'y suis revenu dessus. Il y a des choses intéressantes sur la taxonomie de Bloom, notamment, etc. Mais oui, sur l'idée, sur le concept, mais pas sur les outils pour mesurer ça. Donc, je reste encore sur ma faim. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Le deuxième corpus, c'est toutes ces notions d'engagement. Alors, engagement dans l'action, engagement dans les pratiques, engagement dans l'apprentissage. On trouve des choses assez variées. La difficulté, et j'imagine que vous pouvez la connaître sur vos propres questionnements, c'est de trouver l'instrument de mesure qui va bien. Et c'est plutôt dans un mixage ou peut-être dans une création d'instruments de mesure. La semaine dernière, avec des collègues, c'est ce qu'on évoquait. C'est peut-être de créer un instrument de mesure à tester réellement et puis à voir sur la notion d'engagement dans un jeu par des apprenants. Pascal, je vais prendre la troisième question puisque oui. Je voulais la poser également. Donc, on a Olivier Perlot. Oui, je vois ça. Mais je ne réponds pas tout de suite parce que je vais rajouter quelque chose pour aller dans son sens. Donc, je la lis pour tout le monde au cas où. Avez-vous envisagé la transformation de l'engagement étudiant en enrôlement à travers la dévolution de la tâche? Moi, j'aimerais juste rajouter par rapport à ce que dit M. Perlot,
dans le cadre d'évaluation des formations du modèle de Kirkpatrick. Bon, Oui. Ce modèle est quand même assez intéressant puisque dans l'engagement, et c'est là où je vais faire le lien avec M. Perlot, l'engagement, il y a aussi dans ce modèle l'engagement de l'apprenant dans le transfert de l'apprendissage, c'est-à-dire Oui. comment est-ce qu'il s'engage finalement à mettre en pratique, mettre en œuvre ce qu'il apprend dans son futur métier, etc. C'est d'ailleurs une erreur hein, souvent vue dans le modèle de Kirkpatrick, hein, la mauvaise traduction de motivation. Hein. Dans Kirkpatrick, ça veut dire l'engagement dans la future tâche. Avec ce que je te dis et puis ce que dit Olivier, est-ce que tu as une vision un petit peu longitudinale de cette notion d'engagement ante, pendant et puis finalement post sur ce transfert? Alors, des morceaux de réponse partielle. Je n'ai pas creusé cet aspect-là et je vais vous dire pourquoi. C'est que je suis en train de creuser un autre modèle. Je vais y revenir après. La notion je vois d'ailleurs de flow également, là, que Myriam a complété, qui se rapproche de ça avec tout le travail de Shishen Miali et ses collègues, c'est cette idée effectivement de voir si l'engagement va être payant sur la durée. On est en train en ce moment, par exemple, de recueillir des verbatims, toujours en animant. Bon, ils ont fini, hein, nos étudiants, ils viennent de terminer, ils sont entièrement à temps plein maintenant dans leurs entreprises, mais on recueille pas mal de verbatims dans nos réunions de débriefing, etc., pour voir comment les jeux qu'ils ont pu faire précédemment ont payé. Et il se trouve qu'on en utilise plusieurs de formats différents, justement pour essayer de voir en quoi, si ça leur a bien plu, c'est le cas, ou si ça avait pu la choper, hein, si ça lui posait problème, en quoi ça vient impacter leur apprentissage et leur engagement dans leur propre apprentissage au fil de l'année hein, qui s'écoule. Là-dessus, on est sur quelque chose d'assez fin qu'il faut vraiment creuser pour voir les effets à moyen terme finalement du jeu. Je pense un petit peu comme ça que vous l'envisagez, aussi bien Olivier que toi. C'est d'arriver à montrer que les effets vont être un peu plus pérennes que cela et viser effectivement le fond du fond qui est est-ce que vous avez appris des choses sur le métier qu'on vise, sur la connaissance que l'on vise, sur la pratique que l'on vise, pas juste appris à faire fonctionner le jeu. Le score du jeu, finalement, quelque part, on s'en fiche. Je termine en une minute là-dessus. Je regarderai ce que tu évoques un peu plus sur ce modèle là, de Kirkpatrick, ou la notion d'enrôlement qu'évoque Olivier. L'engagement change, l'engagement peut changer avec des événements. Hein, c'était l'intérêt d'ailleurs de montrer les trois profils dans le jeu Compete, hein, les constants, les plongeurs, etc. Parce qu'on se rend compte qu'à un moment donné, clac, il y a un déclic, il y a quelque chose qui peut se passer. En tout cas, à nous, coachs, de repérer les signaux que ça peut être utile, ça peut fonctionner comme ça. Dans le jeu Simucell, on peut envoyer des événements à tout moment. Moi, j'ai la main pour créer des événements positifs ou négatifs, des problèmes ou des succès. Et le dernier point, eh bien, je suis en train, mais ça c'est tout récent parce qu'on travaille beaucoup, nous ici, sur les notions de communauté de pratique et on est en lien très fort avec le pape de la communauté de pratique dans le monde qui est Wenger, qui vient juste de sortir son nouveau bouquin sur les communautés de pratique d'apprentissage et il développe justement un modèle un petit peu différent et original de l'engagement collectif pour apprendre. Et c'est vers ça que je veux un petit peu creuser et qui tient compte, Olivier, on pourrait échanger là-dessus ultérieurement, de l'idée d'un engagement évolutif, un engagement qui va se modifier dans le temps, ce qui en soi paraît évident. L'engagement, il ne va pas être constant, au contraire, on veut qu'il s'améliore. Eh bien, merci Pascal, c'est vrai que c'est hyper intéressant. On a encore une autre question sur Twitch, mais je te la poserai en privé dans la discussion parce que nous devons passer à la suite. En tout cas, merci beaucoup Pascal pour ta présentation. Et avant d'aller déjeuner, nous allons avoir une dernière présentation de cette session 1. Est-ce que Cindy, Thomas ou Isa, vous êtes là ? Nous sommes là. Nous sommes là. Parfait, voilà, super, on voit en grand écran. C'est super. Est-ce que vous avez quelque chose à partager ? Oui, et vous allez nous dire si vous l'avez bien et si vous nous entendez bien. Alors, on vous entend très bien et c'est en train de charger. Ça ne va pas tarder à arriver, je pense. Et on voit parfaitement. Eh bien, écoutez, c'est à vous, on vous écoute avec grand plaisir. Donc, bonjour à tous, nous sommes ravis de participer au 6e colloque international Game Evolution et de vous présenter un article portant sur le développement des compétences grâce à l'utilisation du jeu sérieux. Nous avons coécrit cet article avec Isa Marfissi de l'Université du Mans. Donc, je me présente, je suis Cindy Furnon, j'ai débuté une carrière d'enseignante il y a 4 ans au sein du Centre de formation des apprentis interprofessionnels de la Haute-Loire.
l'IFP 43 et j'enseigne le commerce sur des niveaux 3 et 4, sur des sections commerce, vente, boucherie, coiffure, esthétique. Et mon approche pédagogique s'articule autour d'activités innovantes basées sur les jeux. Merci Cindy. Je me présente donc Longeant Thomas. Je suis chef de projet sur le CFA et je suis ingénieur pédagogique en même temps. J'accompagne les équipes en fait, pédagogiques sur les projets innovants au sein de tous les secteurs de métier. On voulait vous introduire un petit peu cet article tout d'abord dans un certain contexte. Tout d'abord, vous rappeler que l'apprentissage en fait, fait partie intégrante de notre quotidien, et ce depuis l'enfance, en fait, comme le décrit Karl Gomard, en fait, le jeu, c'est le travail de l'enfant, c'est son métier, c'est sa vie. On s'aperçoit qu'il est très présent sur les 3 premiers cycles de formation. Cette modalité d'apprentissage se perd peu à peu, en fait, au profit d'une approche plus traditionnelle qui est centrée sur la transmission du savoir et sur l'enseignant principalement. Donc, depuis une dizaine d'années, les retours d'expérience au travers de projets pédagogiques innovants au sein de notre CFA ont mis en lumière différents éléments. Donc, déjà un public très hétérogène, une multiplicité de formations dispensées, un engagement des apprenants qui est difficile à initier et à entretenir tout au long d'un parcours de formation. Des difficultés à accepter des critiques qui sont constructives. Ce sont aussi des jeunes qui sont hyper connectés. C'est une génération qui évolue dans un environnement d'objets technologiques. Il y a un phénomène de zapping aussi avec une rétroaction immédiate. Il y a peu de lien entre l'effort, le résultat et un sens des responsabilités qui peut être diminué. Cette génération d'apprenants a également un gros besoin de reconnaissance, ce qui engendre aussi une motivation par l'affect. Et la posture de l'enseignant doit être reconsidérée et nous devons développer de nouvelles stratégies et outils. À partir de cela, en fait, on va poser les problématiques qui ont conduit à la rédaction de cet article. En fait, les principales problématiques des enseignants sont, d'un premier temps, de faciliter le développement des compétences au sein d'une classe hétérogène et aussi de créer l'engagement et de maintenir cette motivation pour que les apprenants, en fait, persévèrent et progressent dans leurs apprentissages. Et en fait, on s'interroge actuellement sur les stratégies ludopédagogiques à mettre en place pour servir au mieux en fait, les attentes et leurs besoins. Alors, on se pose la question suivante, est-ce que l'utilisation d'un jeu sérieux permet de créer et de maintenir un engagement et en même temps de la motivation dans le développement des compétences? C'est une question un peu large. Et pour y répondre à cette interrogation, nous présentons en fait, dans un premier temps un cadre théorique plutôt centré sur la pédagogie, puis dans un deuxième temps, nous présenterons les facteurs déterminants applicables à un jeu sérieux, permettant de répondre à cette problématique. Et enfin, nous présenterons l'expérimentation et les premiers résultats que nous sommes en train d'acquérir. Donc, Maslow identifie des besoins hiérarchisés en théorisant l'idée que lorsque les besoins fondamentaux sont satisfaits, ceci génère de la motivation. Donc, la motivation devient l'essence de l'apprentissage qui donne l'envie d'accomplir des tâches, d'apprendre de nouveaux savoirs et donc à progresser dans un processus d'apprentissage. Donc, l'enseignant, quant à lui, doit veiller à accompagner, à maintenir des apprenants dans chacun de ses besoins et ainsi à créer, à favoriser une ambiance, un climat de confiance dans la classe afin de générer de l'envie pour apprendre. Donc, cet article scientifique nous a permis de mettre en lumière un lien entre les motivations définies par Joanny, qui sont fortement utilisées en marketing, notamment dans les étapes du processus d'achat et le comportement du consommateur, sur un contexte d'apprentissage en utilisant une approche qui est ludifiée, et nous avons proposé les transferts suivants. Donc, pour la motivation hédoniste, c'est une recherche du plaisir personnel qui offre une ouverture sociale aux joueurs. Ce dernier est donc porté par des ressorts ludiques qui déclenchent des émotions et ainsi qui favorisent un ancrage mémoriel. Pour la motivation oblative, le joueur va trouver sa satisfaction à travers ce qu'elle procure à d'autres que lui-même, et le jeu sérieux va favoriser la réciprocité. Pour la motivation d'auto-expression, l'utilisation d'un jeu va valoriser des compétences à travers un groupe de joueurs et ainsi le joueur va pouvoir gagner en reconnaissance, en appartenance et en estime du groupe et aussi en celui de l'enseignant. Le deuxième fondement qu'on a mis dans notre cadre théorique, en fait, c'est le jeu sérieux qui est au service de la pédagogie. Comme on le disait, on s'inscrit autour des théories de l'activité et de la motivation et du constructivisme et du socio-constructivisme. Pourquoi, en fait? C'est parce qu'on est guidé par l'hypothèse que le jeu, en fait, c'est un développeur de compétences à prendre au sérieux, d'où le titre de cet article. Tout d'abord, on est parti sur le courant du constructivisme
les connaissances en fait, se construisent à partir des joueurs pour résoudre l'obstacle, les énigmes. Le socio-constructivisme, lui, va amener cette notion de collaboration, de coopération, qui va donner naissance en fait, à l'intelligence collective. Et ainsi, on est capable d'analyser, de résoudre des obstacles ou la situation de problème à plusieurs. Enfin, on s'est basé sur un courant important, c'est l'activité. Les jeunes jouent au sein d'une situation d'apprentissage, et donc l'activité et l'action sont un rapport constant, et on met en évidence en fait le phénomène de régulation. Et cette régulation, elle est externe, et elle peut être réalisée soit par l'enseignant, soit par la communauté de joueurs. Alors, nous avons tout d'abord créé un jeu sérieux, et pour ce faire, nous avons utilisé une méthodologie et un modèle d'ingénierie pédagogique, donc le SAM2, donc le Success Approximation Model 2. Pourquoi ce modèle? C'est parce qu'il encourage en fait les rétroactions rapides et les processus de travail flexibles. Il se décompose en plusieurs étapes itératives de conception qui sont réparties en gros sur 3 grandes phases de projet: la préparation, la conception et le développement. Et grâce à ce modèle, en fait, l'émergence des idées pour le jeu sérieux peut être discutée, prototypée, testée et analysée. Et l'approche pédagogique et les mécanismes d'apprentissage liés aux différents ressorts ludiques sont ainsi affinés au fur et à mesure de sa conception. Alors, nous vous présentons notre jeu sérieux. Donc, Wonder Vendeur, c'est un jeu pour devenir un vendeur qui déchire. Donc, au travers d'une vision pédagogique, les apprenants deviennent des vendeurs qui doivent franchir toutes les étapes de l'entretien de la vente en répondant à des questions qui sont conçues pour identifier les 8 étapes clés d'un entretien de vente, pour maîtriser des techniques et méthodes associées à chaque étape: l'écoute active, l'identification des besoins, lever des freins, un savoir-être et une posture. C'est également conçu pour utiliser des techniques, des méthodes d'accueil, de recherche des besoins, en allant jusqu'à une fidélisation transactionnelle ou relationnelle, de mobiliser des compétences dans un contexte professionnel, d'évaluer et co-évaluer des techniques et méthodes de vente. Différents ressorts ludiques sont également utilisés pour mobiliser et activer la motivation. Donc, par le challenge, grâce à des quêtes, des défis, des progressions, par la réussite personnelle avec une gratification, un classement, un passeport Wonder Vendeur dont on vous reparlera plus tard, par l'exploration et la création. En effet, les joueurs peuvent choisir et personnaliser des avatars par le contact social. Le jeu en équipe est possible, il y a donc une reconnaissance et une appartenance sociale. Et également la motivation intrinsèque, donc apprendre en s'identifiant à un avatar, devenir acteur de sa progression. Voilà, on continue le principe du jeu. Donc, en fait, quand on avait des hypothèses dès le départ, on a essayé d'implémenter dans notre jeu sérieux en fait, des techniques et des outils qui permettent de favoriser ce développement des compétences et ainsi que l'engagement et la motivation des apprenants. Donc, on a essayé de travailler sur 3 méthodes d'ancrage en fait, sur notre jeu: l'ancrage visuel, l'ancrage auditif et l'ancrage interactif. Alors, l'ancrage visuel, en fait, c'est toutes les cartes de jeu qui comportent des pictogrammes en fait, uniques qui sont propres à chaque étape de la vente. Et donc, les jeunes vont pouvoir, en fait, de manière implicite, associer les questions et le vocabulaire technique face à ces étapes de la vente. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on accueille au sein du CFA des primo-arrivants, donc avec des personnes qui maîtrisent peu ou pas du tout le français. Et donc, grâce à ces pictogrammes et à cet ancrage visuel, on a une capacité à renforcer en fait, les compétences en associant les pictogrammes aux étapes de la vente, donc une association vraiment visuelle. Et donc, on a aussi travaillé sur une cohésion, un écosystème au sein du CFA, c'est-à-dire qu'on a la partie jeu et la partie théorique cours reprend aussi les ancrages visuels avec les mêmes icônes tout au long des cours support papier. Ensuite, sur l'ancrage auditif, Wonder Vendeur, il utilise un procédé d'ancrage auditif, c'est-à-dire que les joueurs vont pouvoir lire à haute voix les questions à l'ensemble des apprenants. Et si le joueur ne trouve pas là où les bonnes réponses, en fait, la carte perdante est repositionnée par-dessus, ce qui fait que les jeunes ou les jeunes apprenants en fait, doivent mémoriser les réponses pour évoluer en fait, plus vite dans le jeu. C'est une petite astuce. Le troisième ancrage sur lequel on va travailler, c'est l'ancrage interactif. Le jeu utilise aussi une dimension interactive. On utilise une technologie de QR code qui est lisible soit par une tablette, soit par un smartphone. Et cette technologie, en fait, qu'on a mis dans le jeu, amène en fait une profondeur différente dans ce jeu sérieux et permet aussi de diffuser des slogans et des cartes marques. On vous a fait une petite présentation rapide en fait, des cartes du jeu, comme elles sont faites. Et donc, vous voyez, vous avez des QR codes qui permettent d'être flashés et de donner des interactions. Alors, soit c'est des slogans, soit c'est des conseils,
Voilà, c'est plein d'interactions possibles. Donc, les thématiques s'articulent autour de 680 cartes de jeu qui sont réparties en 4 items. Donc, méthode, donc ça permet de développer et d'évaluer les compétences sur des blocs propres à la relation clientèle et à l'accompagnement du client. Les cartes énigmes, donc elles permettent de développer et d'acquérir des compétences attendues dans les autres blocs d'enseignement professionnel des référentiels. Donc, suivre les ventes, fidéliser sa clientèle, développer une relation, suivre des commandes. Vie ma vie, donc mettre en pratique le savoir attendu dans un contexte professionnel en se confrontant à vraiment des situations réelles. Et marque, qui permettent de mobiliser des connaissances qui sont informelles, de culture générale, grâce à un dispositif interactif via l'implémentation de QR code. Donc là, voici l'ensemble, vous avez vu sur notre premier prototype, voilà, de plateau de jeu. Donc, à noter que les items Vie ma vie et marque sont enrichis au fur et à mesure par les joueurs qui le souhaitent en créant leur propre carte. Donc, cette démarche participe à l'évolution du jeu et ça permet aussi aux joueurs et aux apprenants de laisser une empreinte. Maintenant, on va partir un petit peu sur le contexte de l'expérimentation, puisqu'on a fait une boucle itérative. Donc, en fait, le terrain d'expérimentation se situe au centre de formation d'apprentis en Haute-Loire, à l'IFP 43. Elle a eu lieu sur 12 mois, à partir du mois de septembre 2021, avec un effectif moyen de 15 apprenants par groupe et âgés de 16 à 25 ans. Nous avons travaillé sur 3 niveaux de formation, le niveau 3 et le niveau 4, c'est-à-dire les CAP, donc les certificats d'aptitude professionnelle, donc en vente et en commerce. Et puis on est parti sur le niveau 4, sur le bac pro en fait, professionnel, sur les métiers du commerce et de la vente, ainsi que de la coiffure. Donc, comme nous l'avons vu, en fait, on a prototypé ce jeu et ça nécessitait des ajustements. Et pour ce faire, il a fallu qu'on arrive à collecter des informations en fait, qualitatives et quantitatives au fil des expérimentations pédagogiques. Donc, on a commencé à travailler sur une fiche d'évaluation qui a été co-construite avec les apprentis en fait, de la section terminale Bac Pro Commerce-Vente sur des critères assez simples tout d'abord. On a travaillé sur l'ergonomie, c'est-à-dire que le plateau, les cartes, le parcours de jeu, les avatars, les accessoires. Ensuite, sur les modalités de questions, si les qualités des questions étaient bonnes, si elles étaient pertinentes, si les catégories étaient pertinentes, pardon. Si le jeu était compréhensible, c'est-à-dire est-ce que les règles étaient compréhensibles, est-ce qu'il y a une compréhension des mécanismes de jeu, est-ce qu'il y avait du fun. Ensuite, on a interrogé sur l'apprentissage, est-ce qu'il y avait vraiment une compétence acquise à la fin du jeu, ou des compétences, est-ce qu'il y avait une mémorisation, une meilleure mémorisation dans ce jeu, est-ce qu'on pouvait réutiliser ces compétences dans un autre contexte, est-ce que le joueur s'engageait aussi dans le jeu, est-ce que le jeu était attractif. Et ensuite, on a travaillé sur la perception des compétences actives par rapport à une méthode traditionnelle. Donc, l'analyse de ces expérimentations autour du jeu sérieux en fait, a nécessité un long temps d'observation au sein des groupes d'expérimentation. Et donc, on a eu une démarche d'observation, une observation plutôt systématique. On a observé les joueurs et l'enseignante. Et en fait, on voulait étudier le comportement et mettre en lumière en fait, ce qui se passait autour de ces contextes de jeux sérieux. Donc, on a créé dans ces observations en fait, un plan d'observation qui permettait de déterminer les buts, la population observée, les instruments pour collecter les données et les calendriers. Ce qui est important dans cette démarche-là, c'est de confronter en fait, les utilisateurs, à la fois joueurs, enseignants, et ainsi que les concepteurs en fait, à leurs traces de jeu et à leurs traces de conception. Alors, Wonder peut s'utiliser avec 4 modalités pédagogiques différentes sur une séance complète de 2 heures. Sur une séance focus, après un cours, pour valider ou non le développement des compétences grâce à l'utilisation de ce fameux passeport Wonder, que je vais tamponner au fur et à mesure de l'évolution de chaque apprenant. Un mode éventail, donc ce mode permet d'utiliser les cartes seules. Et puis aussi un mode battle, donc grâce à l'utilisation d'un buzzer. Et là, les apprenants vont être évalués sur la rapidité de leur réponse. Donc, on rajoute le ressort de la compétition. Donc, grâce à l'utilisation de ces différentes modalités, le jeu peut répondre ainsi à 6 intentions pédagogiques. Donc, en prérequis, ça permet implicitement de situer les compétences de chaque apprenant qui vont jouer sans pression et surtout sans avoir peur de se tromper. En acquisition, ça permet de vérifier et de valider les compétences ciblées acquises. Mémorisation, donc là, les différentes méthodes d'ancrage permettent une mémorisation personnalisée et variée.
en révision sous forme ludique, l'intégralité ou une partie pardon, de la progression pédagogique. Validation des compétences. En utilisant le passeport vendeur-vendeur, je peux suivre, vérifier et valider les compétences attendues pour chaque bloc, et ce, pour chaque apprenant. Donc, on est vraiment dans une personnalisation du suivi des apprentis. Et également en transfert de compétences, ça permet donc d'engager des apprenants via une intelligence collective et de proposer des alternatives de travail, de la coopération et de la collaboration. Alors, on va partir un petit peu sur les résultats et analyses. Alors, c'est vraiment les premiers résultats et les premières analyses qu'on peut en tirer de ces expérimentations. On a fait une approche, approche traditionnelle versus une approche fluidifiée. Ce qu'on peut constater à l'heure actuelle, c'est que le ressenti dans les deux cohortes sont très bons. Sur l'approche traditionnelle, on a 61 des jeunes qui ont un bon ressenti dans l'approche traditionnelle. Par contre, avec l'approche ludifiée, on sent que les jeunes ont un meilleur ressenti, donc à 88%, donc ils sont plus intéressés. Si on regarde le second chiffre, le taux d'intéressement à l'approche traditionnelle, on est 73%. Et vraiment, sur une approche ludifiée, on atteint les 98%. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des difficultés de mémorisation dans l'approche traditionnelle sur les nombreuses étapes de la vente. En fait, on est à 37% de maîtrise des étapes de la vente et le vocabulaire technique ou les techniques de la vente est bien maîtrisé, mais qu'à 59%. Sur l'approche fluidifiée, on a vraiment un gain qui est notable. Les étapes de la vente sont, via le jeu sérieux, amplifiées. On est à 76%. Et quand on constate la mémorisation sur les techniques de la vente, on monte à 71%. D'un autre côté, suite aux observations et aux interviews qu'on a fait avec les jeunes, on s'aperçoit que dans l'approche traditionnelle, le temps passe. Ils nous disent que le temps passe doucement et que ça fait naître une forme de lassitude et d'ennui. De l'autre côté, sur l'approche fluidifiée, en fait, les apprenants n'ont pas ou très peu ressenti les effets du temps dans la séance pédagogique. Ils ont plutôt eu tendance à nous dire « c'est déjà fini, il est déjà, on ne fait pas de jeu, quand est-ce qu'on recommence ?» Voilà un petit peu les premiers résultats qu'on peut avoir. Ce qu'on peut définir comme perspective, c'est qu'en fait, les enseignants deviennent de véritables concepteurs qui ont la tâche de prévoir et de mettre en relation dans un dispositif d'apprentissage en fait, plusieurs paramètres comme l'ergonomie, la pédagogie, l'humain, l'organisationnel, dans un processus d'ingénierie qui va de la conception d'un système d'apprentissage jusqu'à sa diffusion. En fait. Et l'enseignant, il doit quitter son habit de bricoleur ou de bricolage pédagogique pour tendre vers une orchestration élaborée et efficace. Donc, il faut trouver une méthodologie d'ingénierie pédagogique qui permettra en fait, de passer d'une production pédagogique artisanale vers une production plus générique. Et en fait, actuellement, on réfléchit plutôt à cette méthode pour réaliser en tout point un jeu sérieux qui soit et qui puisse être réinvesti sous d'autres formes. En effet, un jeu et le temps de conception qui s'apparente à celui-ci est très important. Donc, il faut qu'on soit en capacité et assez réactif pour le mettre à jour dans ces données qu'il comporte et aussi, si on veut, le contextualiser à un nouveau diplôme ou à une nouvelle spécialité d'un diplôme visé, qui peut changer ou autre. On pense aussi à démultiplier, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en capacité à démultiplier ce jeu ou cette typologie de jeu sur d'autres établissements qui souhaitent faire en fait une approche ludifiée. Donc, l'utilisation de ressorts ludiques a permis de développer des compétences transversales, et ça a donné du sens à l'enseignement. L'approche ludopédagogique a un impact mesurable et positif sur la création et le maintien de la motivation des apprenants dans l'apprentissage des connaissances et le développement des compétences. Donc, le jeu sérieux a permis de créer une cohésion dans un groupe d'apprenants en valorisant les expériences de chacun et en optimisant le potentiel dans les meilleures conditions. Alors, mon rôle dans ces phases ludopédagogiques est totalement inversé. Donc, je deviens animatrice, régulatrice et même souvent joueuse. Et je ne suis plus diffuseuse et pilier des savoirs. Donc, dans la cohésion dans une classe, va se retrouver plus forte. Ça donne une dynamique tout au long de l'année. C'est un engagement qui est co-construit et co-maintenu par un contrat didactique qu'apporte Jeu Sérieux, autant dans sa dimension pédagogique que sociale. Donc, on est vraiment dans un écosystème d'apprentissage fécond. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous sommes maintenant à votre disposition pour toute information ou questions. Merci. Merci.
Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation bien, passionnante sur un jeu de société avec des cartes. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Pour l'instant, non, mais ça pourra peut-être arriver. Sur Twitch aussi, c'est un peu calme. Moi, j'en ai une peut-être pour amener la discussion. Est-ce que vous avez été accompagné pour la création de ce jeu dans la démarche de conception ou même dans la réalisation matérielle de ce jeu? Comment ça s'est déroulé à votre niveau? On a suivi une formation à l'Université du Mans, Ludification, animée par Isa Marfissi. Et voilà, et de cette formation, eh bien, sont nées des tas d'idées. Et en fait, on s'est lancé. Alors, dès le départ, on a commencé avec un carton, des post-it. Et puis voilà, au fur et à mesure, en fait, on est arrivé à ce que vous voyez à l'écran. On a beaucoup fabriqué, on a beaucoup découpé, Oui. voilà, ça faut le dire. Et aujourd'hui, on a pu arriver à avoir un plateau de jeu numérisé grâce notamment à l'intervention d'une apprentie qui était infographiste et qui est en reconversion professionnelle et qui nous a gentiment donné un très gros coup de main. Tout à fait. D'accord, donc tout est parti en fait de la version, on va dire, idée, et vous vous êtes fait accompagner pour tout l'aspect matériel et aussi l'application, c'est bien ça? Alors, la formation en elle-même, c'était vraiment une formation action, c'est-à-dire qu'il y avait un contexte, on va dire, formalisé d'apport théorique, mais c'était à nous de faire et c'était à nous de D'accord. produire. Donc, en fait, c'est le résultat de ce qu'on a fait depuis quelques temps. Là, l'université nous a en fait donné des pistes et des clés, en fait, un accompagnement pour nous structurer un petit peu au départ. Et puis après, on a vraiment développé le jeu avec des boucles itératives, en fait, en confrontant à chaque fois nos idées au public auquel on enseigne. Et en fonction de ça, en fonction de ces rétroactions, en fait, on a ajusté à chaque fois. Donc, le jeu est encore en évolution perpétuelle, hein, il n'est pas finalisé. Donc, c'est pour ça qu'on vous présente une partie des résultats parce qu'on attend de voir un petit peu sur les décors plus importantes. Donc, comme le dit Thomas, c'est vrai qu'on a eu, c'est un parti pris, hein, on a fait ce choix-là de tout de suite commencer à implémenter le jeu en l'utilisant, en le testant, en le réajustant. Bien entendu, pour nous, le retour des apprenants est très important et c'est aussi ce qui nous a permis de le faire évoluer et de le contextualiser au mieux, puisqu'il est contextualisé sur différents métiers dans lesquels j'interviens. D'accord. Et justement, là, merci en tout cas pour cette réponse. Il y en a des questions qui sont apparues dans le chat. Une question de Myriam, est-ce que vous avez formalisé la manière dont vous avez conçu ce jeu? Alors, ce qu'on a fait, c'est que, en fait, la formation qu'on a eue nous a donné des outils, des pistes, mais pas des outils, des pistes pour travailler notre fonctionnement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en fait un livre de bord, comme on utilise dans le game design. En fait, on fait un état de lieu de tout ce qui est fait. On faisait des photos avec des points. En fait, on faisait un article en fait que pour nous, dans lequel on mettait les points positifs, les points négatifs, les points à faire, les points à réajuster. Et en fait, on a la vie du projet à l'instant 0 jusqu'à l'instant d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a toutes les phases du projet avec toutes les photos. Et à chaque fois, en fait, on a gardé des traces parce qu'en fait, on s'aperçoit que le jeu est hyper chronophage dans sa conception et que quelquefois, les clés sur lesquelles on bute, on a forcément dû y réfléchir avant. Et en fait, il y a tellement d'étapes et de rétroactions qui sont possibles que des fois, on en oublie quelquefois le fil, en fait. D'accord. Alors, il y a encore des questions dans le chat, j'essaie de les prendre au fur et à mesure. Une question d'Olivier qui nous demande, par rapport aux difficultés de mémorisation, avez-vous mis en œuvre ou envisagé un débrief après la séance, une reformulation, une institutionnalisation? Cela pourrait compléter votre posture d'enseignant. Donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est, comme on le disait, on faisait une observation en fait, systématique. Donc, on confrontait les jeunes, les apprentis par rapport au jeu, à leurs traces. Et en fait, pour trouver s'il y avait une mémorisation, en fait, on ne réinvestissait pas forcément le jeu pour voir s'il y avait une capacité à remémoriser les techniques. C'est qu'après, en fait, il y a toute une méthodologie
le jeu, pour nous, c'est un outil dans la boîte à outils du formateur ou de l'enseignant. Donc, c'est vraiment une capsule à l'instant T qu'on va utiliser. Et pour vérifier s'il y a une mémorisation, on va utiliser d'autres méthodes, d'autres situations. Ça peut être la mise en situation dans un magasin avec un sketch de vente. Et là, on a capacité de voir s'ils ont mémorisé toutes les étapes de la vente. Ça peut être des travaux pratiques, des travaux dirigés. Ça peut être un cas pratique à analyser. Une mise en situation aussi, ce qu'on fait, une immersion dans une entreprise pour être en capacité à voir ce qui a été acquis et s'il peut être en fait réutilisé. Je ne sais pas si ça répond à la question. Il faudra peut-être voir dans le chat. Et peut-être une dernière, et là pour un peu diversifier les personnes qui interviennent, une question de Clara. Est-ce que l'ancrage visuel a-t-il suffi pour faciliter la compréhension des mécanismes du jeu aux apprenants étrangers? Alors, l'ancrage visuel va faciliter, mais c'est aussi le rôle de l'enseignant qui est régulatrice dans ces phases d'accompagner. Moi, ce qu'il en ressort par rapport à mes apprenants primo-arrivants, c'est que grâce à cet ancrage visuel, ils ont tout de suite pu faire le lien entre le jeu, l'étape de la vente et moi, ce que je voyais en cours plus traditionnel, puisque j'utilise ces pictos sur mes supports papier. Et j'ai aussi utilisé cet ancrage visuel pour les aider dans la prononciation et la compréhension. Et j'ai pu réaliser un film dans le cadre du chef-d'œuvre. Donc ça, c'est une épreuve qui est propre au diplôme, voilà, au CAP et au bac. Et donc, ces apprenants ont pu redonner toutes les étapes de la vente par ordre de réalisation et avec une mémorisation, une compréhension qui était plus que satisfaisante. Je permets de compléter parce que la question, si j'ai 2 minutes, la question elle est importante sur l'ancrage visuel. En fait, on ne privilégie pas forcément plus un ancrage visuel qu'un autre. Il faut prendre en capacité que chaque apprenant est un individu et que chaque individu a des concepts de mémorisation qui lui est propre, qui sont propres. Et donc, ce qu'on a essayé de faire dans le jeu, c'est de balayer le plus possible, mais le plus possible avec la génération d'apprentis qu'on a face à nous. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont plus visuels, ils ont besoin de plus d'interaction sociale. Et donc, pourquoi on a privilégié ça? C'est qu'on a privilégié 3 items. Alors oui, la question de l'ancrage visuel est importante, mais il y a d'autres personnes qui ont un ancrage mémoriel, vraiment avec des ancrages, avec des techniques qui sont différentes via les interactions sociales, en fait. Très bien, merci beaucoup. Il y a encore des questions. Je vous invite à y répondre dans le chat. En tout cas, merci pour votre présentation.